Bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil, merci d'être toujours fidèles, merci d'être toujours attentifs à nos programmes sur Canal Algérie, et en particulier votre émission préférée, Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 10h, nous aurons le plaisir donc d'avoir des invités, surtout des thématiques intéressantes à débattre. Avec nos invités, on va commencer tout de suite avec la conservation bien sûr de nos parcs culturels, c'est très important d'en parler. Il y a une rencontre virtuelle bien sûr, mais bien entendu très importante. Le directeur des projets des parcs culturel algérien sera parmi nous en tout début d'émission. Il nous parlera de cette rencontre de travaux de la 5e journée du Congrès mondial de la nature organisée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous parlerons de nos nombreux parcs culturels et bien sûr tous ceux qui y recèlent, comment les préserver absolument. Il nous en dira plus tout à l'heure sur notre plateau. Nous aurons à parler également santé, nous continuerons à parler vaccination, mais aussi comment faire nos tests. Et oui, tout savoir sur les tests PCR, antigéniques et comment est-ce que nos anticorps peuvent aussi nous protéger. Bien sûr, notre spécialiste santé sera parmi nous, il s'agit de Wided Agabi. Elle sera là pour répondre à toutes ces interrogations. Et puis on parlera aussi de nos athlètes handisport, ceux qui sont revenus donc de Tokyo, des Jeux paralympiques de Tokyo. On est fiers bien sûr de leur consécration, de leurs médailles. On a eu donc de nombreuses médailles avec beaucoup de plaisir. On ne continuera jamais assez donc de les féliciter et de leur dire bravo. Nous aurons quelques figures, en tout cas sur notre plateau, pour nous en parler de cette belle expérience. Et surtout, Mostafa Bouffellah sera parmi nous pour nous en dire un peu plus, puisqu'il fait partie de la Ligue Handisport. Et puis, nous aurons à parler également des élections, des prochaines élections locales. Avec nous, une spécialiste, une avocate qui nous parlera donc des devoirs des futurs élus, des électeurs aussi. C'est très important de tout savoir, tout connaître pour aller bien sûr effectuer son devoir électoral. Elle sera là pour répondre aussi à nos interrogations. On aura également par Skype Catherine Nahima Dib qui viendra nous parler d'un colloque très intéressant sur l'œuvre de Mohamed Dib tout à l'heure, bien entendu. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment, comme d'habitude, avec Bonjour d'Algérie. Et puis, on vous laisse en compagnie de la météo de Feuille Elchir tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. De retour, eh bien, on accueille comme il se doit Feuille Elchir. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu sur le même plateau, qu'on n'était pas sur le même plateau toutes les deux. Bonjour en général, bonjour Friel. de vous retrouver. Comment ça va? Ça va, en super forme. D'habitude, vous êtes là le début de semaine. Exactement. Et moi, je suis en fin de semaine. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Exact. Alors, va-t-il faire chaud aujourd'hui? On attend le rafraîchissement avec impatience. Ça va pas être pour aujourd'hui, voilà. Donc c'est la fin des vacances, il faut profiter encore. Tout d'abord, bonjour à vous qui nous regardent ce matin, excellent réveil à vous, ravi de vous retrouver. En effet, c'est bientôt la fin des vacances et le soleil reste présent, la chaleur aussi. Météo Algérie prévoit un temps relativement chaud, les températures repartent à la hausse au nord comme au sud. Mais avant, on regarde ensemble la carte prévue pour ce matin. Après dissipation de brume, des nuages bas, le temps restera voilé, la tendance sera à l'amélioration. Nous avons eu quelques faibles pluies hier à l'intérieur. Aujourd'hui, le soleil reprendra le dessus, même chose sur la majeure partie des régions sahariennes, malgré la présence de quelques nuages sans conséquence, avec des soulèvements de sable à l'extrême sud, le Sahara central, le Nord Sahara à partir de l'après-midi. Les températures à présent, les voici. Elles repartent à la hausse, les maximales, surtout vers le nord. Regardez, 36 à Alger, il fera 35 aussi à Tlemcen, 40 c'est le maximum à Relizan, Chlef, 29 le minimum à Annaba, Skikda, 35 à Djilfa. Au sud, 46 pour le Sahara central,
centrale, l'extrême sud. 38 Hassim Saoud ou Ledjelal aussi. 40 à Gherdaya, 35 plutôt à Tamanrasset, 38 à Janet et enfin 42 à Élysée. À présent, place ce soir, plutôt ce matin, à l'état de la mer. Aujourd'hui, nous aurons une mer belle avec des vents modérés, une mer peu agitée à l'est, avec des vents qui varient généralement entre 30 et 40 km/h au centre, à l'est aussi, et enfin entre 20 et 40 km/h à l'ouest. À présent, eh bien, place ce matin à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h58. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3w.meteoalgerie.dz. Donc, pour ce matin, à retenir le retour de la chaleur, pratiquement sur toutes les régions du nord du pays. Profitez-en et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup Fariel. Je vous en prie. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il fait chaud, il faut en profiter pour Voilà, encore une fois les estivants qui sont toujours en congé et en vacances, ils vont profiter de la mer. De la plage, exactement. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous également. Et puis on vous retrouvera tout à l'heure, midi et 19h pour d'autres bulletins météo. On vous laisse en compagnie de Lamia Aitamara avec cette belle Après ces rythmes tout en douceur, nous allons continuer, nous allons accueillir notre premier invité. Il s'agit de Monsieur Salah Amoukran. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous.
Merci pour Vous êtes l'invitation. le directeur des projets du parc culturel algérien. On a eu l'occasion de vous recevoir déjà, parler de nos parcs naturels et parcs culturels, et surtout tous ceux qui les recèlent, cette richesse faunistique et bien sûr culturelle. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette rencontre, puisque l'actualité est bien fraîche, on va dire, puisqu'il y a eu une rencontre, la 5e journée du Congrès mondial de la nature. C'est cela. Oui, donc bonjour. Bonjour et bienvenue. Voilà, donc c'est pour rendre compte de notre participation lors de la 5e journée du Congrès mondial. Donc c'est un Congrès mondial de la nature qui s'est tenu entre le 3 et le 11 septembre à Marseille. Oui. Donc nous avons participé de manière virtuelle par visioconférence, à une session thématique particulière. Donc il faut savoir maintenant l'évolution de la conservation de la nature et de l'environnement a évolué depuis. Maintenant, c'est l'intégration de la donne culturelle dans les politiques mondiales de conservation de la nature. Voilà. Donc le débat est lancé. Voilà, donc le débat est lancé et la préoccupation est mondiale. Voilà. Parce que respecter notre biodiversité, la préserver, impliquer aussi les sociétés locales à pouvoir aussi les préserver, c'est très important. Voilà, donc à peu près c'est ça l'objet de la thématique. Donc il y a eu lors de ce congrès au moins 2 thématiques qui s'intéressaient au débat culture-nature. Donc comment intégrer la culture dans la conservation de la biodiversité et le rôle des populations locales en tant que personnes détentrices des savoirs et savoirs traditionnels. Parce qu'il faut revenir, parce que la conservation moderne s'appuie sur des conservations traditionnelles. Donc il y a des savoirs séculaires, millénaires qui transmis entre générations pour arriver à préserver le patrimoine. Le cas des parcs culturels que vous connaissez. Le parc de la Hagar, par exemple, un des plus anciens, un plus impressionnant, un des plus grands aussi au monde. Au monde, il faut savoir que le réseau des parcs culturels, avec le Tassili Nadjer, la Hagar, le Touat, Gourara, le Tindouf, est considéré par les plus grandes écorégions de conservation au monde. Voilà, donc avec près d'1 million de kilomètres carrés, avec une connectivité importante des écosystèmes et aussi recèle un patrimoine culturel très riche et varié qui remonte à la préhistoire pour les plus anciennes cultures du paléolithique inférieur, du néolithique, avec l'éclosion de la rupestre qu'on connaît, qui est aussi un musée à ciel ouvert. Un musée à ciel ouvert et des archives aussi, même de l'évolution climatique. On suit comme ça, à travers ces peintures et ces gravures, l'évolution, le changement de la faune, depuis la grande faune d'éléphants, de girafes, pour passer aux chevaux et aux camélias. Donc l'intérêt de cette rencontre, c'est pour nous, c'est d'y être pour 3 grands objectifs. Donc de participer et de faire connaître ce que fait l'Algérie, parce que cette notion d'intégration de la culture pour la biodiversité, pour nous, elle est ancienne. Donc ça remonte à 98 dans la loi du patrimoine culturel, 98-04, avec la création du parc culturel qui est un espace caractérisé par une prédominance du patrimoine qui est géré dans son environnement naturel. Tout à fait. Ça, c'est en 98 déjà que l'Algérie a mis les fondements de cette implication, de cette participation de la culture. Maintenant, ça fait un bon moment, puisque on a eu plusieurs fois à évoquer, bien sûr, le travail. Et aussi avec des résultats maintenant, surtout avec notre programme spécifique au parc culturel, avec le FEM, avec le Fonds de l'environnement mondial, qui reste l'un des exemples les plus illustrants de cette politique au sein d'un secteur de la culture. Et puis, bien sûr, le parc, s'est renforcé, s'est doté de moyens de surveillance, d'analyse et surtout d'études scientifiques, avec un nombre d'équipes pluridisciplinaires qui se déplacent, qui vont sur place faire des études in situ, comme on dit, et ramener des analyses. Bien sûr, l'État n'a pas lésiné sur les moyens, soit les moyens matériels, avec le renforcement du réseau, avec des équipements, mais aussi un renforcement technique avec des recrutements de spécialistes qui ont produit maintenant des outils, des méthodologies de suivi d'inventaire et qui sont échantillonnages et tout ce qu'on fait maintenant, il est de niveau international, il est intégré aussi dans
ce qui se fait au niveau mondial pour ces régions. Donc, il faut savoir que nos parcs s'intercalent dans deux grandes régions, c'est le Sahara-Sahel. Donc, il faut savoir qu'on est dans un environnement hostile, en matière hyper aride. Donc, l'intérêt de la protection est très, comment dire, il y a un grand intérêt à préserver les legs de la nature et de la culture. Tout à fait. Voilà. Et le parc de Tindouf, par exemple, un des plus importants aussi parcs de par sa superficie, mais surtout de sa dureté. Il est très difficile d'accès. Notre collègue Rahim Abdelaziz nous avait fait plusieurs fois des reportages. Il s'était déplacé avec l'équipe de Canal Algérie. On avait vu un parc extraordinaire, vierge, totalement vierge, inaccessible pratiquement aux touristes, puisqu'il est très difficile aussi quelquefois d'accès. Bon, maintenant, oui, le parc de Tindouf, c'est l'un des parcs créés donc, à partir de 2008, donc, que le ministère de la Culture a inscrit donc, comme objectif à l'époque dans le cadre du schéma du secteur politique archéologique et historique. Maintenant, c'est une réalité. J'ai eu à croiser vos collègues sur site lors des travaux de terrain, bien sûr. On découvre que ce territoire aussi est très riche avec une biodiversité, avec des zones humides très particulières, telles Tafagoum, et aussi avec de la diversité naturelle, telle l'arbre de l'arganier. Donc c'est un arbre relique. Il nous en avait parlé, justement, qui ferait une richesse économique du pays. Et aussi une richesse faunistique, donc avec l'écureuil de Berbérie, donc qu'on soupçonne d'exister. Les gens sont étonnés d'entendre... Un écureuil de Berbérie dans le fin fond du sud. Au fin fond du sud, donc aussi avec du patrimoine. Le parc de Tindouf donc, a bénéficié dans le cadre de notre programme de beaucoup d'études techniques et scientifiques, et on est en train de finaliser, donc de présenter le plan d'action, le plan de gestion du parc, qui est fin prêt pour être mis en œuvre avec les partenaires. C'est une curiosité scientifique encore, parce que beaucoup de secrets ne sont pas encore tous divulgués. Il y a ce fameux cratère énorme qui a une superficie. Warkzis, voilà. Il faut savoir que les cratères de météorites. Oui, de météorites. C'est ça l'intérêt. Donc il faut savoir que les météorites aussi sont importants, non pas seulement pour l'histoire de la Terre, mais pour l'histoire de l'univers. Tout à fait. Donc on a le cratère de Warkzis, qui est l'un des plus importants au monde. En Algérie, on a 4 grands cratères. On a celui d'Enguide aussi, dans le parc de la Hagar, qui est un important caractère. Donc, voilà tout l'intérêt de cette gestion, donc basée donc, sur les savoir-faire et les savoirs et la science moderne. Donc, l'objectif, c'était de rendre compte et de s'inscrire dans ce qui se fait au niveau mondial et de voir les perspectives, parce qu'il faut savoir que maintenant, au niveau de l'UICN, donc il y a un programme, ce qu'ils appellent le programme post-2020, donc après 2020, donc un programme mondial qui va intéresser à la conservation de la biodiversité et de la nature, où la culture est mise au centre de ces politiques futures au niveau de la conservation de la nature. Et vous avez intitulé ça, cette communication, Réseau des parcs culturels en Algérie. Voilà, parce que c'est un réseau. Maintenant, on travaille en réseau. Donc, on a 5 parcs établis depuis maintenant le plus ancien, que vous savez, c'est le Tassili, remonte en 72. Ce réseau de parcs travaille, donne des résultats au niveau national et au niveau mondial. Donc, il est temps pour nous aussi de faire connaître ce qu'on fait à travers le monde. Et cette participation, cette session thématique où il y avait des participants, des exemples, des études de cas à travers plusieurs régions du monde. Il y avait de l'Amérique latine, du Japon, de l'Europe du Nord et nous. Donc c'était à peu près d'inscrire ce travail dans un travail mondial pour la nature. Oui. Voilà. Et la communication est très importante, montrer aussi, communiquer à travers des images, des vidéos, puisque vous avez aussi vos équipes, vos propres équipes, qui réalisent donc des reportages, des photos, la prise de photographies, comme par exemple toute cette équipe qui a été donc sur place pour essayer donc d'identifier le guépard sur place dans la Hagar, bien sûr. Et voilà, donc, comme vous le dites, tous les travaux techniques sont accompagnés donc, des équipes d'audiovisuel propres au programme et aussi donc, dotés d'équipes et de moyens pour documenter tout l'intérêt, toute la diversité, tel le guépard qui a été documenté donc, avec nos équipes. Bien sûr, les équipes au niveau central et des équipes au niveau des parcs de l'Arga en mars-avril 2020. Donc le travail continue sur d'autres régions.
différents pour identifier d'autres espèces. Donc, il y a comme le ça, mouflon à manchette, par bien exemple. sûr, les grands mammifères, Oui. les mouflons, les gazelles, mais il y a tout un travail qui est fait, une banque de données très, très importante de toute cette diversité naturelle et culturelle du réseau des parcs. Oui. Voilà. La cité El Kabyl, dans les parcs du Durdura, par exemple. Bien aussi. sûr, bien sûr, vous savez que l'Algérie détient 2 réseaux de parcs. Il y a ce réseau des parcs culturels qui est sous tutelle du ministère de la Culture. Oui. Il y a l'autre réseau des parcs nationaux, naturels, qui est sous tutelle du Ministère ministère de l'Environnement. de l'Agriculture, donc qui est géré par la DGF, bien sûr. Aussi, donc, dans ces parcs, il y a une diversité culturelle et Exactement. naturelle Oui. très importante Oui. du nord du pays. Notamment, avec parc Babort à Babort, qui d'importants ont parcs été classés aussi. classés, importants parcs, le Djurdjura, le Goureya, Ouais. le Taza, le Chélia. Des parcs qui tendent à être classés surtout pour les préserver absolument, hein, parce qu'ils sont grands, ils sont vastes, ils ont cette biodiversité qu'il faut absolument donc surveiller pour mieux la cerner et la conserver. Bien sûr, parce que la protection de cette biodiversité équivaut donc à assurer donc l'avenir, donc notre avenir d'humain, donc aussi, donc c'est protéger les espèces, c'est protéger la vie, donc parce que tout nous vient de la biodiversité, notre nourriture, Oui. nos médicaments, tout C'est vient ça. de ça. Et l'important, justement, vous avez appuyé aussi sur le fait que les populations locales doivent aussi prendre part à cette conservation Bien sûr, et elles prennent part déjà parce que... et être sensibilisées. Et bon, bien sûr, elle est sensibilisée. Bon, maintenant, pour les populations locales, donc il y a un savoir traditionnel c'est grâce à ce savoir traditionnel qu'on a pu arriver à préserver donc, C'est vrai. avant la création des parcs. Parce Ça a été un legs c'était de un legs, génération en bien sûr, génération. oui. Parce que d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est dans le Tassili Nadjer. Vous allez voir des milliers de peintures qui ont transcendé les âges, C'est ça. qui n'ont jamais été ni grabouillées ni détériorées. Parce que la population a vécu sur le plateau du Médac, à titre C'est d'exemple, les Kelmedac, que je salue d'ici, d'Alger, ils ont vécu donc, en harmonie avec cet héritage de leurs ancêtres. Et ils ont pu le préserver, et le ramener à nous et le transmettre aux générations futures. Voilà, avec bien entendu le respect dans la transmission, avec le travail des anthropologues sur place qui Bien sûr, qui font un travail énorme. Bien sûr, maintenant le travail, donc c'est ça l'intérêt, donc c'est comment composer donc le travail technique scientifique des universitaires algériens, donc il faut le dire aussi, parce que nous travaillons des chercheurs qu'avec des chercheurs, des équipes de jeunes chercheurs algériens, et aussi avec ce savoir traditionnel qui est là, donc pour arriver à faire cette association qui va encore travailler pour pérenniser cet héritage. Donc, bien sûr, le présenter aux générations actuelles, parce on dit souvent les générations futures, et aussi même les générations actuelles doivent le connaître, doivent voir sa valeur, ou ses valeurs même au pluriel, pour pouvoir donc l'exploiter durablement, parce qu'il n'est pas interdit d'exploiter, donc on doit exploiter, mais d'une manière durable. Très bien. Et après permettre donc aux gens qui vont venir de l'exploiter aussi d'une manière durable. C'est pourquoi il est bon de communiquer. Bien donc, sûr. pour tous ceux qui veulent avoir plus de détails concernant nos parcs culturels et nos parcs naturels et nationaux, vous pouvez d'abord taper sur les parcs culturels, vous aurez toutes les informations et données grâce à bien sûr votre page qui est aussi toujours actualisée. Toujours actualisée, donc bien sûr c'est ça le rôle, l'intérêt de communiquer au sujet de ce que nous faisons. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle, Monsieur Salah Amokran, vous êtes donc directeur des projets des parcs culturels algériens. Merci d'avoir été notre invité et surtout de nous avoir donné toute cette actualité toute fraîche. Merci, bien madame. sûr. Voilà, à très bientôt et bon courage. Merci. On va parler santé à présent dans un tout petit moment. Je vous invite tout de suite à suivre ce spot. On se retrouve juste après.
والله يا بنتي الحمد لله. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19. بصح العذاب اللي جوزتو يا بنتي. على بالي ما كنت حاسه بك وخفت بزاف عليك. شوفي ما الامراض المعديه الحل الوحيد تاعها هو الفاكسان. تدعو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المواطنين الراغبين في التلقيح للتوجه نحو الهياكل الصحية أو الأماكن المخصصة لذلك، مصحوبين بوثيقة الهوية لتلقي اللقاح. بالتلقيح ضد كوفيد-19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم. De retour sur le plateau, nous allons parler santé. Vous avez pu voir donc ce spot concernant la propagation bien sûr du virus. Il faut toujours continuer à se préserver et surtout faire attention aux gestes barrières. Et bien entendu, l'importance de la vaccination, c'est toujours d'actualité. Il faut absolument se vacciner. Et puis bien entendu, on parle de ces tests. Beaucoup connaissent les tests. Il y en a qui en ont fait, il y en a il y en a qui n'ont pas encore fait le test PCR. Eh bien, pour nous en parler, Wided Agabi est parmi nous. Bonjour Wided. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien. Toujours un plaisir de vous recevoir. Tout à fait, c'est réciproque. Voilà. Alors, on va parler des tests, de ces nombreux tests, et comment est-ce que nos anticorps peuvent aussi nous protéger. Tout à fait. Donc, alors, il existe plusieurs tests. Oui, effectivement. Donc, on a plusieurs tests de dépistage pour la Covid-19. Donc, on connaît tous le test PCR. On a eu par la suite les tests sérologiques. Et puis, en dernier, on a eu le test antigénique. C'est ça. Donc, beaucoup de personnes, enfin, plusieurs personnes ne font pas la différence entre les différents tests et à quel moment il faut faire ces tests, justement. Donc, le test PCR qui est venu en premier, on a tous commencé par faire le test PCR au début et tout. Il n'était pas accessible à tous, hein, de par son prix d'abord, sa difficulté aussi, parce que c'est assez difficile aussi de supporter cela. Tout à fait. Au début, on avait problème de disponibilité, de prix et donc la façon de le réaliser, l'inconvénient. Donc, beaucoup de personnes ne voulaient pas le réaliser parce que c'est douloureux quand même. Donc, le test PCR, c'est en fait, on va aller chercher le matériel génétique du virus. Au niveau, donc le prélèvement, il se fait au niveau de la région nasopharyngienne, donc au niveau du nez ou au niveau de la gorge. D'accord. Donc le test PCR, il est sensible, il est fiable. Néanmoins, il existe les faux négatifs quand le test n'est pas bien fait. D'accord. Justement, beaucoup de personnes sont tombées dans cette problématique. On a eu ce problème justement au début de la pandémie. On avait des patients qui avaient vraiment la symptomatologie très évocatrice, mais le test était négatif. Et quand on réalisait des TDM, des scanners, le scanner thoracique, donc on tombait sur des lésions évocatrice de Covid. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit pourquoi il y a cette discordance. Et c'est là où on a compris que parfois, le test il est mal fait, on ne le réalise pas de la bonne manière. C'est pour ça qu'on avait les tests négatifs. Surtout si le patient a du mal à accepter le coton-tige qui rentre au fin fond, bien sûr, de la région naso. C'est désagréable. Le patient, en général, ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas, ils bougent. Donc, on peut avoir des faux négatifs.
négatif. Voilà. Mais D'accord. quand il est positif, c'est fiable. La sensibilité varie entre 50 et 85%. Donc, on a une un test qui doit donc attendre 48 heures pour avoir le résultat ou Actuellement, 24 heures? c'est 24 heures. D'accord. Parfois même, on peut l'avoir le jour même. Hein. Il y a certains laboratoires qui peuvent donner le résultat le jour même si on le fait tôt le matin. D'accord. Voilà. Voilà. Sinon, donc il y a le test antigénique. Le test antigénique qui est aussi vraiment sensible, c'est-à-dire en termes de sensibilité, il reste quand même très sensible, entre 60 et 95% de sensibilité. Aussi, on a les faux négatifs parce que c'est toujours la même façon et la même technique de réalisation. Mais quand il est positif, il est très fiable. Il y a un délai par contre, il y a un délai pour le réaliser. Il faut le faire avant, c'est-à-dire dans les 7 premiers jours des symptômes. Si on dépasse les 7 premiers jours, ça ne sert à rien de le réaliser. C'est celui-là? Oui, tout à fait. Alors, c'est un test sanguin finalement, Non, c'est un test qui se fait au niveau du nez. C'est de la même façon que la PCR. Après, il y a un liquide, on doit mélanger ce qu'on a prélevé avec du liquide, l'agiter et le mettre sur Voilà, la fameuse bandelette. Voilà, qui ressemble à un test de grossesse. C'est la même chose, c'est le même principe. Il y aura un trait qui va apparaître. Le résultat, on l'aura très rapidement. C'est 30 minutes maximum pour le résultat. Voilà. Alors, ça permet de voir si nous avons développé des anticorps. Non, pas encore. Pas celui-là. Alors celui-là, il va détecter les protéines. En fait, le virus, il contient des protéines au niveau de sa surface. D'accord. Il détecte ces protéines. Très bien. Voilà. Donc là, on sait qu'on est infecté. Voilà. Donc il faut le faire les 7 premiers jours. Ça ne sert à rien de le faire après le 7e jour des symptômes. Dès que vous avez des doutes, dès que vous avez une suspicion, il faut absolument faire ce genre de test. Exactement. On ne le fait pas chez les patients asymptomatiques, contrairement au test PCR, par exemple. Test PCR, si on est cas contact et qu'on n'est pas encore symptomatique et tout, donc on peut faire un test PCR. Mais test antigénique, s'il n'y a pas de symptômes, ça ne sert à rien de le faire. D'accord, très bien. Alors, vous avez un autre test? Oui, le test sérologique, et là, c'est les anticorps. Voilà, c'est un prélèvement sanguin. On va doser les anticorps au niveau du sang. Et là, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Docteur, j'ai les IgM, qu'est-ce que ça veut dire? Docteur, j'ai les IgG, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, en fait, notre corps, quand il rencontre le virus, le système immunitaire, il développe des anticorps. Il y a plusieurs types d'anticorps. Ce qu'on dose, c'est les IgM et les IgG. Au début de l'infection, c'est les IgM qui vont apparaître dans le sang. Donc, quand on fait un prélèvement, on trouve des anticorps positifs, mais c'est des IgM. Là, l'infection, elle est récente. C'est récemment qu'on a rencontré le virus, qu'on était en contact avec le virus. Et par la suite, avec le temps, le corps va développer ce qu'on appelle les IgG. Et là, c'est ce qu'on appelle les anticorps d'immunité qui vont nous garder quelques mois d'immunité contre le virus. Donc, on va les garder jusqu'à 3, voire max dans la Covid-19, c'est max 6 mois. D'accord. Voilà, maximum. Donc, durant ce délai-là, on peut ne pas faire de vaccin puisque nous avons suffisamment d'anticorps pour nous protéger. Tout à fait. Donc, c'est l'immunité naturelle. C'est notre corps qui va nous protéger contre le virus. Il y a toujours des pourcentages quand on trouve ce genre de chiffres. Il y a 50%, il y a donc 40%, ça dépend. Ça dépend. Je vous ai dit qu'au début, c'est les IgM. Ils sont à un taux très élevé. Ils sont seuls dans le sang. Puis, avec le temps, il y a apparition des IgG. Donc, il y aura IgM d'abord qui sont très élevés, IgG un peu élevés. Et par la suite, il y aura la balance qui va équilibrer. Donc, il y aura IgG, IgM, puis disparition des IgM. On garde juste les IgG. C'est des anticorps de mémoire. Ils vont reconnaître le virus si on va le rencontrer encore une fois. Mais là, le délai, il est court, malheureusement. Oui, très court. Alors, dans le cas où les IgM, vous dites, sont plus importantes, il faut se protéger, bien sûr, si on n'a pas encore développé les anticorps. Il faut protéger les autres. Oui. Là, on est malade. Exactement. Voilà. Donc, il faut se confiner, s'isoler, prendre le traitement, aller consulter chez un médecin et prendre le traitement nécessaire et éviter le contact avec les autres personnes. D'accord. Voilà. Alors, c'est un test accessible, c'est un test qu'on fait assez rapidement et le résultat est automatique. On attend 10 minutes? Alors, aussi, il a un délai. Il a un délai. On ne peut pas le faire avant le 10e jour parce que en général, on trouve négatif. Il est négatif le test. Donc, de préférence, on le fait
entre 7 et 10 jours, mais de préférence à partir du 10e jour, c'est là où on est certain que le corps va développer des anticorps. Il n'est pas très fiable parce que parfois, par exemple, chez les personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont immunodéprimées, qui sont sous traitement corticoïde et immunosuppresseurs, ils peuvent ne pas développer des anticorps. C'est comme par rapport au vaccin, par exemple. Et c'est des personnes vulnérables, donc. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on leur préconise de se faire vacciner le plus tôt possible pour se protéger des formes graves. Voilà. Alors tout ceci pour dire que nous avons la possibilité nous-mêmes aussi, notre corps, de se défendre de lui-même. Oui. Il a ses propres anticorps. Donc là, on arrive, comment savoir, donc quand vous avez à faire un vaccin, il faut aussi aller voir si vous n'avez pas justement développé la Covid. Oui. Et absolument. Alors actuellement, chez nous en Algérie, il n'est pas recommandé de faire systématiquement le test. D'accord. Néanmoins, si on est cas contact, par exemple, si on avait une personne récemment qui a eu la Covid dans la maison et qu'on était en contact, mais on n'a pas développé de symptômes, quand on part dans le centre de vaccination, en général, on nous pose des questions, on fait l'interrogatoire et tout, et quand on tombe sur un cas pareil, on leur demande d'aller faire un test pour être sûr qu'il n'y a pas de Covid, c'est-à-dire il n'a pas eu le Covid, mais qui était asymptomatique. Voilà. Il y a des personnes justement qui ont fait, par exemple, la première dose et ils ont développé la Covid et ça les a encore plus affaiblis. Oui. Alors, beaucoup de personnes, surtout durant la dernière vague, ils se sont vaccinés pour la première dose. Puis, ils ont cru que ça va les protéger. Or qu'on est protégé après la deuxième dose, il faut attendre un délai quand même de 15 à 21 jours. Donc, ils étaient en contact avec des personnes qui ont le Covid. La première dose plus Covid, parfois même dans la même semaine, ça les a affaiblis. Ils ont fait quand même des formes graves. Parce que le corps n'est pas suffisamment armé. Il a reçu un virus et un autre virus. Tout à fait. Celui du vaccin. Exactement. Qui est bien sûr inoffensif, mais quand même. Oui. C'était une petite dose inactive qui normalement booste notre système immunitaire pour développer les anticorps. Mais là, entre-temps, il y a eu le virus et ça les a affaiblis. Alors, on dit que quand on fait donc, le vaccin, la première dose par exemple, il ne faut pas prendre par exemple de paracétamol ou de médicaments pour laisser son corps se développer, se battre seul pour développer des anticorps, c'est ça? Exactement. C'est pour ça, justement. Et aussi, si on aura des symptômes, il ne faut pas masquer les symptômes avec du paracétamol, par exemple. Et tout. Des anti-inflammatoires. Tout à fait. Donc, laisser le temps pour le corps pour faire son travail et le système immunitaire pour faire son travail. Voilà. Bon. Et s'il ne fait pas son travail, il faut quand même l'aider. Oui. Très bien. Donc, vous avez expliqué les choses. L'essentiel, c'est de pouvoir aussi bien se nourrir, bien manger pour pouvoir renforcer ses défenses immunitaires. Dormir bien, manger bien, s'hydrater bien. Voilà. D'accord. Ce sont vos conseils et les conseils de tous les médecins pour justement bien affronter ce virus et surtout cette vaccination parce que c'est pas rien. Il y a des personnes plus ou moins qui acceptent facilement, le corps accepte facilement, d'autres un peu moins. Oui. Ils sont fatigués, ils ont certains symptômes. Des effets secondaires du vaccin, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, quand on fait un vaccin à un bébé, il développe de la fièvre le soir même. Donc c'est pareil, toutes les personnes qui se sont fait vacciner, il y a certaines personnes qui ont développé des courbatures, de la fièvre, des frissons, donc, mais qui sont passagers, qui durent même pas 24, maximum 48 heures. Voilà. Quelques conseils encore une fois. C'est vrai qu'on est passé par une période très difficile. Il y a eu cette contamination, il y a eu donc cette troisième vague. Beaucoup malheureusement n'ont pas résisté et les plus faibles aussi sont décédés. On a peur donc de la quatrième vague. Comment se prémunir? Encore une fois, donner quelques conseils. La vaccination, mais garder les gestes barrières. Toujours. Voilà, toujours les gestes barrières. Nous protéger et protéger les autres. C'est primordial. On a tous eu des cas dans la famille récemment qui ont eu le Covid dans la dernière vague. Personne n'était à l'abri. Donc, personne n'a échappé pratiquement. Personne n'a échappé. Tout le monde a été touché. Donc, c'est une leçon pour insister sur les gestes barrières. On peut vivre normalement, mais avec des gestes barrières normales. Donc, surtout le masque. C'est très important. Garder la distanciation sociale et le lavage. Un masque qui doit être donc changé toutes les 4 heures.
Tout à fait. Oui. On doit le changer, on ne doit pas garder le même masque et on doit toujours garder les mêmes mesures d'hygiène parce qu'on a vu certains on va dire, des gestes qui ne sont pas... Par exemple, s'embrasser ou carrément se serrer les mains, c'est fini. Ce sont des gestes qu'on ne doit plus voir en ce moment pour éviter donc, la propagation du virus. Du virus, voilà, tout à fait. Donc avec la rentrée scolaire, la rentrée sociale, donc on veut vraiment reprendre une vie normale. Voilà. Faut faire très attention. Ne pas charger les hôpitaux surtout. C'est ça. Voilà. Le personnel médical est déjà très fatigué, avec bien sûr toute cette période où vous avez travaillé sans relâche. Et bien entendu, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pertes aussi côté donc, personnel médical. Tout à fait. Cette vague a été quand même très très méchante avec tout le monde. Et donc on ne veut pas reprendre la même chose. On veut éviter une vague comme la dernière. Et surtout, on veut laisser l'espace dans les hôpitaux pour les autres patients. Il y a des cancéreux qui attendent depuis longtemps. Il y a le bloc opératoire qui est bloqué. Les greffes. Voilà. Donc on voudrait laisser de la place pour ces gens-là pour se faire traiter, pour avoir les soins nécessaires. Voilà. Exactement. On continuera jamais assez donc de pouvoir donc insister sur les gestes barrières, bien se laver les mains quand vous avez la chance d'être à proximité bien sûr de l'eau et du savon, bien se laver les mains, c'est encore mieux qu'utiliser un gel ou de l'alcool, bien entendu. Et si vous êtes loin, bien sûr, vous avez votre gel hydroalcoolique et bien entendu, pourquoi pas de l'alcool. Oui, voilà. Tout à fait. Et bien entendu, rappelez qu'il existe plusieurs sortes de masques. Hein. Oui. Alors le masque chirurgical, le masque en tissu et après on a le masque FFP2 donc qu'on utilise à l'hôpital qui est dédié au personnel soignant parce qu'on est en contact très rapproché, il y a une charge virale qui est très importante donc il nous faut le FFP2. Par contre quand on est en ville ou quand on est en famille, le masque chirurgical ou bien en tissu peut suffire mais avec des précautions bien sûr. Hein. Donc pour le masque en tissu, il ne faut pas qu'il soit humide et donc il faut changer à chaque fois si on a plusieurs masques en tissu, donc à chaque fois les changer, les laver, les mettre au soleil. Donc il y a des précautions nécessaires pour l'utilisation du masque en tissu. Parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas se permettre le masque chirurgical. C'est vrai. Et il y a la fameuse visière aussi qu'on peut utiliser dans certains cas. Alors la visière, moi par contre, je ne suis pas très... la visière, elle seule ne protège pas comme le masque. D'accord. Voilà, donc la visière, elle seule, non. On évite les éclaboussures, peut-être, les postillons. Oui, ça évite, ça fait barrière. Mais il y a de l'air qui rentre. Vous savez, quand on a les gouttelettes qui partent dans l'air, elles sont petites, elles se vaporisent dans l'air. Donc là, on peut les inhaler. Donc, en plus de la visière, il est recommandé de porter aussi ce masque. Le masque suffit. Le masque suffit, il protège. Il est très... Donc on l'utilise, on le porte. Ça fait des mois et des mois qu'on est à l'hôpital, qu'on porte nos masques et on n'a pas été contaminé. Donc ça prouve que ça protège. Exactement. Voilà. Eh bien, on continuera toujours à parler donc de protection et surtout de vaccination. Il est important donc de pouvoir se vacciner. L'Algérie a mis les moyens pour justement vacciner un grand nombre de populations. On a pu voir des centres de vaccination un petit peu partout, à proximité. Aujourd'hui aussi, dans les officines, on a la possibilité donc de se faire vacciner. Nous allons en parler demain dans notre émission, parler des officines et de la disponibilité des vaccins aussi. Merci Wided Agabi d'avoir été notre invitée ce matin, d'avoir répondu à toutes nos interrogations concernant les tests, les différents tests. Vous les avez si bien cités, les tests antigéniques, les tests PCR, le test sérologie. Voilà, et puis en plus, nos anticorps qui sont là pour nous défendre aussi. Merci. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Et puis bon courage à vous. Vous êtes au niveau de l'hôpital de Gouraya, wilaya de Tipaza. Voilà, bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage. Nous allons parler des élections locales tout de suite avec notre prochain invité. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage, la révision des listes électorales au niveau donc de la région donc d'El Ibrahim.
C'est certainement un rendez-vous électoral à l'enjeu crucial pour une jeunesse algérienne qui aspire à un véritable changement au niveau des assemblées populaires communales et de wilaya. Motivé par l'espoir d'une Algérie nouvelle, le rendez-vous électoral de ce 27 novembre semble avoir convaincu de nombreux jeunes à s'inscrire sur les listes électorales de leur commune, décidés à voter pour la première fois. Et c'est ici à l'APC de Del Ibrahim que nous avons rencontré Abdelkader, l'un de ces jeunes primo-inscrits. J'ai 19 ans et je suis venu m'inscrire pour voter pour la première fois, car j'ai vu qu'il y a de nouveaux jeunes candidats qui se présentent à ces élections. Ce sont de nouveaux visages et de nouvelles compétences, ceux qui offrent de belles perspectives. J'espère qu'ils vont nous représenter au mieux et servir la communauté. J'ai 31 ans et c'est la première fois que je vais voter. Ce qui m'a décidé à voter, c'est qu'il y a de nouveaux visages qui se sont présentés à ces élections. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont portés candidats, des compétences qu'il faut mettre en valeur et en qui nous plaçons notre confiance. Ces élections locales sont différentes des précédentes. Il n'y a plus de tête de liste. On peut opter pour le candidat de notre choix. J'espère que les jeunes vont voter massivement le 27 novembre prochain pour élire les représentants de leur choix. Car pour qu'il y ait un véritable changement, il faut que tout le monde aille voter, car il y va de notre avenir. On est mobilisés aujourd'hui, c'est la révision exceptionnelle. Le 5 حتى le 15 septembre. يجوا les citoyens راهم يجوا normal, les inscriptions راهي عادية, الحمد لله عندنا الإمكانيات. عندك pour les gens اللي بدلوا la résidence ديالهم هادوك يجوا ça se fait automatiquement في l'application تاع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. Ça se fait automatiquement, يجيبونا juste la résidence تاعنا. Cette nouvelle élection est donc l'occasion d'un renouvellement générationnel du corps électoral, mais aussi de la configuration des assemblées populaires communales et de wilaya. Hamza est primo-candidat, il fait ses premiers pas en politique. Je me porte candidat à ces élections. J'ai tout un projet pour ma commune qui vise à apporter le changement attendu par mes concitoyens. Et je voudrais faire adhérer le maximum de jeunes. Je les appelle à s'inscrire sur les listes électorales et venir voter en force pour les candidats de leur choix. Nous attendons beaucoup de ces prochaines élections, surtout qu'il y a une forte volonté politique et avec la présence de nombreux jeunes et de compétences. Il faut faire confiance à la nouvelle génération. C'est comme ça qu'on peut construire la nouvelle Algérie, une Algérie forte et prospère. C'est notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Pour cette jeunesse, le jeu en vaut réellement la chandelle, bien décidé à participer au changement tant espéré afin que chacun apporte sa pierre à l'édifice. تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 27 نوفمبر 2021 لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنات والمواطنين أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستفتتح من يوم 5 سبتمبر 2021 إلى غاية يوم 15 سبتمبر 2021. لهذا الغرض على المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لا سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع أي يوم 27 نوفمبر 2021 تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، ويجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته. كما يمكن للمواطنات والمواطنين تسجيل أنفسهم عبر المنصة الإلكترونية الموضعة تحت تصرفهم عبر الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات service.ena-election.dz/registre. تبقى مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً إلى غاية 4:30 مساءً ما عدا يوم الجمعة.
بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية يمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الآتية: بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني، وذلك طبقا لأحكام المادة 57 من الأمر 2101 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. Voilà, il y a toute une campagne d'information pour vous inviter à aller vous inscrire et surtout comprendre les enjeux, bien sûr, de ces élections locales. Nous allons en parler et avoir plus de détails avec notre avocate sur le plateau, Madame Yasmine Motam. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, on a pu suivre ensemble ce spot explicatif. Il y en a beaucoup qui passent au niveau des radios, de la télévision, pour mieux donc expliquer aux jeunes l'importance donc d'aller voter et comment s'inscrire bien sûr sur ces listes électorales. Alors nous avons l'échéance jusqu'au 15 de ce mois pour pouvoir encore s'inscrire, continuer à s'inscrire sur ces fichiers bien sûr. Exactement. Alors les élections locales sont déjà des élections de proximité, ce qui explique la forte participation des citoyens à ces élections. Vous savez que la commune est l'assise de la décentralisation. Oui. Donc le citoyen, c'est le lieu où il exerce sa citoyenneté. Et en même temps, c'est le lieu où il participe à la gestion des affaires publiques. Ce qui explique, comme on avait dit, la forte participation des citoyens à ces élections. C'est vraiment la proximité. Hein. Exactement. Le citoyen, ils se sont concernés de sa commune, des élus locaux. Il se sent bien sûr partie prenante de tout ce qui l'entoure. Voilà. Exactement, exactement. Le président Abdelmadjid Tebboune, il a promulgué un décret présidentiel pour appeler les électeurs à des élections anticipées. Donc, c'est des élections locales anticipées prévues pour le 27 novembre 2021. Ce qui, en temps normal, sont prévues en principe pour l'année prochaine. D'accord. Donc, les élections anticipées. Le décret présidentiel aussi appelle à la révision des listes électorales. Donc, c'est fixé entre le 5 et le 15 septembre de ce mois. Voilà, le 15 septembre, c'est le dernier délai pour les gens qui ne sont pas inscrits, qui ont 18 ans révolus et qui ne sont pas inscrits, ou pour les citoyens qui ont changé leur résidence. Voilà. Donc, le Conseil supérieur de sécurité a aussi précisé que les élections se dérouleront le 27 novembre si les conditions sanitaires seront adéquates. Voilà, Inch'Allah. Alors, bien entendu, l'autorité nationale indépendante des élections a mis aussi beaucoup donc, de moyens pour faire connaître ces élections et surtout expliquer, communiquer aussi autour de ça et bien sûr les faire dans de très bonnes conditions. Exactement. Et donc, nous avons des conditions à remplir pour se présenter et pour retirer aussi le dossier de l'autorité indépendante des élections. Donc, il faut un dossier qui est composé d'un formulaire de candidature. D'accord. Alors aussi, une notice des renseignements individuels. Ce qu'on appelle les formulaires de souscription de signature. Autrement dit, c'est l'istimarat. Voilà. Et en même temps, il faut aussi avoir les dossiers de chaque candidat. Maintenant, pour les listes, les candidats le nombre de candidats est lié au nombre d'habitants de chaque commune. D'accord. Et ça varie entre 13 et 43 candidats pour chaque commune. Enfin, selon le nombre. Bien sûr. Donc, si on donne à titre d'exemple, pour les communes où il y a un nombre d'habitants de 10 000 habitants, le nombre de candidats est de 13, avec 3 suppléants. Très bien, quand même. Exactement. Et donc, les suppléants, ils ont le même statut, on va dire, le statut juridique du titulaire. Ils figurent sur la liste, électorale. Alors, il n'y a pas un mandat fixé, puisque le président d'APC peut aussi continuer à se représenter. Oui, il n'y a pas de limitation, contrairement aux législatives, là où les gens qui ont fait 2 mandats ne pouvaient pas se présenter encore aux élections législatives. Là, c'est différent parce qu'on n'a pas donc limité. Donc, on n'a pas de limite en ce qui concerne le nombre de mandats.
Les élus des assemblées communales donc, sont élus pour un mandat de 5 ans. Les listes doivent dépasser 5% des suffrages exprimés, autrement ils sont rejetés. Donc on doit respecter aussi la parité entre les hommes et les femmes, exactement, d'où la moitié doit être inférieure à 40 ans et un tiers de la liste des candidats donc doivent avoir un niveau universitaire. Il faut expliquer un point ici, c'est que la parité, les conditions de parité ne sont appliquées qu'aux communes où le nombre d'habitants est supérieur à 20 000 habitants. Voilà. Pour les autres communes qui ont moins, le nombre de parités donc, peut ne pas... Alors, vous avez expliqué que chaque candidat devait avoir un dossier de candidature. Exactement. Donc, ces candidats vont devoir aussi avoir des signatures, pareillement, aller chercher un nombre précis. Un nombre de 30 par candidat, de 20 ou de 30. Et un dossier, donc il y a aussi des conditions à remplir qui sont des conditions standards. Avoir 23 ans, c'est au minimum, être de nationalité algérienne, avoir un casier judiciaire vierge et aussi donc avoir un programme électoral pour les listes indépendantes. Voilà. Alors ce programme électoral doit être bien sûr suivi, révisé, revu par d'autres ou on laisse libre choix aux candidats? Je crois qu'on laisse libre choix parce que ça dépend du développement local de chaque commune. Et donc les nécessités et trouver aussi les mécanismes de l'application de ce développlement local, donc de proximité. Très bien. Alors bien entendu, on a aussi donc des devoirs en tant qu'électeur, donc il faut respecter la loi. Également. Tout à fait. Autant qu'électeurs et même les élus, ils ont des devoirs. On voit que le président de l'Assemblée populaire communale, il a 2 casquettes. Il représente d'un côté la commune. Donc il veille à l'exécution des délibérations de l'Assemblée populaire communale et aussi il a la qualité de chef d'état civil. Voilà. Donc sous le contrôle du procureur général territorialement compétent. En même temps, il veille à l'application des lois et de la législation donc, de l'État au niveau de la commune. Il y a une grande responsabilité qui lui incombe d'ailleurs. Bien sûr. Dans la commune, beaucoup donc, doivent se référer aux lois aussi donc, émises dans le quartier. Et puis, il est aussi responsable de certains désagréments peut-être dans une commune. Bien sûr, bien sûr. Il est le premier responsable. Il est le premier responsable de sa commune. Voilà. Donc, il doit aussi développer et trouver les mécanismes pour trouver un développement local donc de sa commune. Et voilà, donc c'est lui le premier représentant de la commune. Alors, dans le cas où, bien sûr, une personne va donc se présenter, cette personne va devoir donc faire un choix entre sa fonction et sa nouvelle fonction de président d'APC. On ne peut pas être président et avocat, on ne peut pas exercer sa profession. De médecin, par exemple, si on est médecin. Tout à fait, parce qu'on est obligé d'assister aux délibérations, donc aux sessions aussi des assemblées communales. Et voilà, donc ce qui explique que le PAPC ne peut pas exercer une autre fonction en parallèle. D'accord. Alors, à quel moment, bien sûr, le nouveau président va devoir exercer son rôle de président d'APC, une fois élu? Une fois élu, il y a une période de 15 jours à respecter pour qu'il soit donc officiellement mis en place, exactement, dans une cérémonie officielle, exactement. Et la passation de consigne. Et la passation de consigne entre l'ancien PAPC et le nouveau PAPC. Dans une copie du procès verbal est présentée au Wali, donc dans la commune fait partie. Ce président, donc ce nouveau président, va avoir son équipe aussi? Tout à fait. Une nouvelle équipe, donc qui est composée donc d'un nombre d'élus aussi. Ils sont aussi élus et c'est ce qui compose donc l'Assemblée communale
l'Assemblée populaire communale. Voilà. Et aujourd'hui, les choses ont changé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aller se plaindre quand on est dans une commune et un citoyen peut aller se plaindre à ce président APC quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on a des journées ouvertes. Bien sûr, il y a des journées ouvertes. Des journées de réflexion aussi. De réflexion aussi, c'est 2 fois par semaine. Et le citoyen, il peut être en contact direct avec le PAPC. Et s'il a des problèmes, donc il les présente directement. Justement, c'est cette proximité entre le citoyen et les élus locaux qui crée cette confiance, on va dire, et cette collaboration. Et donc, on revient aussi à la forte participation par rapport à ce lien, lien très très proche, contrairement aux députés qui ont, on va dire, leurs prérogatives sont élargies au territoire national. Hein. Donc là, c'est comme une commune, c'est restreint. Et voilà, donc le citoyen, il est directement en relation avec ses élus communaux. Alors, si on devait donner des exemples, chaque commune a ses spécificités, bien sûr. Il y a des communes plus riches que d'autres. Il y a des communes qui recèlent donc plusieurs entreprises, qui vont financer aussi des commerces. Exactement. Voilà. Et donc, le PAPC va devoir gérer tout cela. Doit gérer tout cela parce qu'il faut préciser que la commune, elle a l'autonomie financière. Oui. Et donc, son budget est principalement établi par les revenus des impôts, des commerces et des entreprises qui existent. Donc, il y a des communes qui sont riches, d'autres qui le sont moins et qui nécessitent l'appui de l'État. Et l'ingéniosité. Et l'ingéniosité, exactement, exactement, parce que c'est lui seul qui gère le budget de la commune. Voilà, qui va devoir trouver des financements pour pouvoir développer sa commune. Exactement, exactement. Voilà. D'ailleurs, c'est son rôle. Hein. Exactement. Donc voilà, on a pu voir un petit peu tout le rôle, bien sûr, du nouveau PAPC qui va devoir avoir de lourdes tâches à gérer. De lourdes tâches, exactement. En plus donc de sa commune, gérer aussi son administration, gérer aussi ses différents niveaux aussi. Donc il doit avoir la compétence d'un bon gestionnaire et d'un leadership. Hein. Exactement. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs services au sein d'une commune. Bien sûr. Donc pouvoir répondre à toutes ces interrogations et surtout du citoyen, qu'il soit là rapide et efficace, surtout dans une commune. C'est pourquoi on a élu un PAPC. Tout à fait. Voilà, c'est toutes les interrogations que le citoyen peut se poser pour pouvoir aller voter aujourd'hui de manière sûre, efficace, exactement. Voilà. Et bien entendu avoir confiance en ses futurs élus. Bien sûr, parce qu'il va les choisir, donc c'est le citoyen qui va les choisir. Il devrait y avoir donc cette confiance établie et ce lien entre l'élu et le citoyen. Alors vous avez cité tout à l'heure quelques exemples, vous avez dit que dans la société civile aujourd'hui, beaucoup se sentent très impliqués dans leur commune, dans cette proximité qui existe entre le citoyen et bien sûr les élus. Alors on a donné comme exemple, par exemple, donc les avocats qui se sont présentés. Oui, tout à fait. Donc les avocats, les médecins, les jeunes porteurs de projets. Les jeunes porteurs de projets, donc les chefs d'entreprise, de petites entreprises, les start-upers et tout. Et oui, on voit une participation importante des jeunes donc aux élections locales. Différentes et on se sent peut-être un peu plus concernés aujourd'hui au niveau des communes. Oui, on voit aussi ils sont conscients de comment exercer. Le citoyen, il est conscient de la façon de l'exercice de sa citoyenneté. Donc, on sent que le jeune Algérien, il est plus impliqué. Voilà. En tout cas, j'espère que le téléspectateur aura compris l'importance aujourd'hui donc de ce passage, de votre passage, et surtout comprendre un peu mieux ce que révèlent donc les élections locales. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle, Yasmine Motam, vous êtes donc avocate, vous avez donc répondu à toutes nos interrogations. Bon courage à vous. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée. C'est gentil. Merci. Restez avec nous. On va parler de nos athlètes revenus fiers et surtout heureux d'avoir donc eu plusieurs médailles. Eh bien, on va en parler tout de suite avec notre invité. Mais avant, je vous invite à voir ce reportage, l'arrivée des athlètes en paralympique, bien sûr, de Tokyo. On se retrouve juste après.
Ils sont champions olympiques, vice-champions olympiques ou médaillés de bronze. Ils ont pour nom Shireen Abdellaoui, Skandar Jamil Atmani, Safia Jalal, Asmahan Boujadar, Nassima Saifi, Abdelkrim Kerraï, Kamel Karjana, Houssine Bettir, Mouna Qasmi, Walid Farhah et Linda Hamri. Ils sont tous de retour au pays après avoir porté très haut l'emblème national. Ils ont tout simplement honoré l'Algérie aux Jeux paralympiques de Tokyo. Nous leur devons beaucoup de respect et de la reconnaissance surtout. Je dédie cette médaille à mon entraîneur, à ma famille, ainsi qu'à tout le peuple algérien qui m'a donné la force pour réussir cet exploit. Je suis très contente de cet accueil. Je suis aussi très contente d'avoir conservé mon titre et battu mon propre record que j'ai obtenu à Rio. Réussir un record du monde n'est pas chose facile. Ça fait 2 ans que je m'entraîne sans arrêt. Je remercie mon club Ores Batna où j'ai fait ma préparation. Des records du monde pour ces champions, mais aussi une véritable moisson de médailles qui a commencé en 1996 à Atlanta et dont leur escarcelle depuis. Un total de 85 médailles, dont 27 en or, 22 en argent et 36 en bronze. À Tokyo, pour leur 8e participation, les Paralympiques algériens se sont hissés dans le top 30 mondial. Des athlètes qui méritent tous les égards et toute la considération des pouvoirs publics. Nous sommes très contents d'accueillir ces champions qui ont hissé haut le drapeau national et qui reviennent médaillés d'or, d'argent et de bronze. Je vous annonce qu'une fête sera organisée au Palais du Peuple en leur honneur et qui sera présidée par le chef de l'État. وهناك حفل تكريمي سيشرف عليه السيد رئيس الجمهورية غدا في قصر الشعب على شرف هؤلاء المتوجين الأبطال. فخورين جدا بطلات وأبطال الجزائر. Je suis très fière des champions d'Algérie. Ils savent que défendre les couleurs de la patrie est un devoir national et ils le font d'une très belle manière. Ils ont promis qu'ils nous rendraient fiers et ils l'ont fait. Des athlètes qui ont tenu toutes leurs promesses en relevant bien des défis et en allant jusqu'au bout de l'effort. Aujourd'hui, à leur tour, ils ont besoin de plus de considération et d'attention. C'est leur droit. Et c'est la moindre des choses. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, Coral Peinture, notre sponsor officiel qui nous accompagne tout au long de notre émission. On l'accueille comme il se doit, Mustapha Boufellah. Et parmi nous, rappelez-vous de sa rubrique de chaque lundi matin. Bah oui, il est revenu un lundi également. Il est là pour nous parler bien sûr d'accessibilité. Mais chaque lundi, il nous parlait d'accessibilité. Aujourd'hui, il va nous parler des médaillés. Et oui, Handisport, c'est lui. Bonjour Mustapha. Bonjour Amel. Comment ça va? Bah, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est gentil, merci, pareillement. Oui, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Eh bien oui. Mais vous étiez là, vous avez continué à travailler. Bien sûr. Malgré la pandémie, malgré le Covid, il fallait vous préserver surtout. Et travailler. Alors, vous faites partie, vous êtes le président de la Ligue Handisport. Toujours président de la Ligue Handisport. J'ai soutenu mes athlètes algérois, puisque la moitié des médailles étaient gagnées par les athlètes algérois. Et donc, pour moi, c'était un plaisir encore de rayonner à travers la wilaya et à travers mes athlètes. Il y en a un, Skandar par exemple,
c'est sa première participation aux Jeux paralympiques. Et d'ailleurs, c'est sa première. Il a eu 2 médailles et un record. Voilà, et bien sûr, tous ces athlètes qui sont sur tout le territoire national, qu'on félicite, qui ont participé aux récents Jeux paralympiques de Tokyo, ils sont revenus heureux avec des médailles. Le peuple algérien était tout fier. On les a vus à travers les réseaux sociaux, tous à travers donc le record, pour certains qui ont eu des records. Ils étaient donc acclamés et surtout même, on a reconnu bien sûr leur performance sportive. Et déjà Shein, c'est sa 2e médaille d'or aux Jeux paralympiques. Vous vous rappelez, il y a 5 ans, on était plutôt il y a 10 ans, elle était venue ici, elle a eu sa première médaille. Bon, elle a eu à Rio, elle a eu sa médaille d'argent. Et maintenant, elle a regagné encore son titre paralympique. C'est ça. Shirin Abdellaoui. Abdellaoui, voilà. C'est la petite jeune. Malvoyante qui fait du judo, qui a été formidable, qui a aidé sa famille, puisque c'est grâce au sport aussi qu'elle a aidé. Je me rappelle, elle était venue sur notre plateau. Voilà, et d'ailleurs, c'est vous qui l'avez reçue. Et c'est une personne qui est très, très dynamique et qui travaille beaucoup dans le judo. Et elle a, grâce à son record, sa médaille d'or des Jeux paralympiques, elle a eu un emploi, ça fait 10 ans maintenant. Elle travaille, elle aide sa famille à travers son travail, elle continue sa carrière de sportive. De sportive. Et c'est impressionnant quand on voit justement sa jeunesse aussi, de pouvoir partir à l'étranger et de représenter son pays, sa nation, voir l'emblème national flotter parmi d'autres nations. C'est une grande fierté pour ces athlètes. Bah, écoutez, comme je suis passé par là, moi vous l'avez vécu. Athlète aussi, c'est un plaisir de voir son drapeau monter et surtout l'hymne national. Voilà. Et puis on les a vues fières, très heureuses. Elle, par exemple, Shirin, qui a eu donc cette médaille d'or. Et puis on lui souhaite d'autres succès. Que va-t-il advenir donc de ces athlètes? Alors, ces athlètes continuent bien effectivement. Vous savez que pour être qualifié pour les Jeux paralympiques 2024, c'est maintenant qu'on commence les préparations, c'est maintenant qu'on commence les entraînements, c'est maintenant qu'on commence à chercher de nouveau, à rajeunir l'équipe nationale. Donc il faut des jeunes comme Skandar, etc., qui est venu. Et Skandar, c'est le futur Alak. Ah oui, il faut le avec dire, ce record du monde, impressionnant. Il y a aussi, c'est que à travers maintenant, il faut aussi défendre son titre paralympique, son titre mondial quand on l'a. Ça, c'est Shirin Abdellaoui. Ça, c'est Shirin Abdellaoui, oui. Et donc il faut qu'elle défende ça, son titre mondial. Absolument. Pour être qualifié pour les Jeux paralympiques. Il y a tout un circuit qu'il faut faire au niveau du judo et être présent pour 2024. Et après 2028, c'est Los Angeles, retour à Los Angeles. Voilà, pourquoi pas, Inch'Allah, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. Alors Safia Djellal, elle aussi, est détentrice d'un record mondial. Vous savez, connaissant comme je les connaissais les athlètes, j'avais tablé sur 4 athlètes capables de ramener des médailles. Je ne disais pas or, mais or c'était Shein, j'avais parié avec un copain qui allait ramener une médaille d'or. Scandale, je n'avais pas prévu la médaille d'or, mais j'ai prévu la médaille d'argent. Safia Djellal, c'était pareil, j'avais prévu une médaille d'or pour elle aussi. Et une autre athlète j'avais prévu aussi une médaille d'argent pour elle. Et finalement, regardez, quand on voit ces athlètes fiers et heureux, et regardez ce cri de joie pour ce record. Alors, Safia Djellal. Oui. Qui s'est battue pendant de nombreuses années. Elle a donc travaillé déjà plusieurs disciplines, en fait, le lancer de javelot, et aujourd'hui elle revient au lancer du poids. Lancer de poids. Et donc nous allons, au niveau de la Ligue, nous allons mettre des jeunes, et j'espère que la fédération va faire cette année, préparer pour 2024, le sport adapté pour les déficients mentaux, T20, qui ont participé aux Jeux de Tokyo, mais dont l'Algérie n'a pas présenté une équipe. Oui, c'est dommage. Donc nous allons essayer de préparer une bonne équipe, en boccia par exemple, en sissi foot pour les non-voyants, etc.,
pour essayer, même l'équitation et l'escrime, bien entendu. Donc on essaye de faire toutes ces disciplines sportives et pour offrir à ces handicapés, à ces athlètes plutôt, donc avec la collaboration de la direction de la jeunesse et des sports d'Alger, à sa tête un directeur qui est formidable, et un sous-directeur des sports aussi, enfin tout le personnel. Et donc on essaye de nous donner les moyens d'avoir plus d'athlètes pour 2024. Alors il y a aussi Walid Farhah qui lui aussi a eu, il est d'Alger, et lancé de javelot, c'est ça? Oui. Oui, et lui c'est vrai, il a explosé, disons, il a éclaté par la réussite qu'il a fait. Et donc, c'est formidable. Formidable. Vous savez, je dis toujours que 80% de l'équipe nationale, c'est Alger. Je crois qu'il faut le dire, on donne plus d'intérêt à l'athlète qui est algérois. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de compétition à Alger. Mais sinon, voilà, c'est bien dit pour dire que finalement, dans l'intérieur du pays, il faut aussi travailler sur cela et essayer d'avoir plus de compétition au niveau local. Oui, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas attendre les Jeux nationaux pour venir gagner une médaille. Il faut organiser des Jeux chez eux. Nous, par exemple, il faut prospecter également au niveau de chaque wilaya pour trouver. Nous avons une Hawa Yasmine qui est une de nos collaboratrices qui est chargée de chercher des jeunes talents. Donc des jeunes talents, elle s'occupe des jeunes talents, on dit des directrices des jeunes talents. Et elle prospecte chaque compétition, elle prospecte pour avoir, disons, de nouveaux... Une représentativité. Voilà, et surtout déceler de nouveaux sportifs. Voilà, déceler de nouveaux champions surtout. Oui, des grains de champions qui pourront représenter l'Algérie fièrement comme l'ont fait nos athlètes à travers, bien sûr, cette rencontre au niveau donc, de Tokyo, les Paralympiques de Tokyo. Alors ça a été vraiment un vrai tollé parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de médailles. Et finalement... Comme je dis toujours, on s'est trompé de jeu. Oui. Nous, on devait aller aux Jeux olympiques et eux, ils devaient aller aux Jeux paralympiques, les autres. Donc on a dû se tromper de jeu. 4 médailles en argent, 4 médailles en or, 4 médailles en bronze. Bien sûr, avec 3 records. 3 records. Donc, 2 records mondiaux et un record africain. Un record africain. Et bien sûr, ça continuera. On continuera encore à acclamer ces athlètes parce qu'après cela, ils continuent eux aussi les entraînements et leur vie quotidienne parce qu'ils ont des obligations eux-mêmes comme tous les autres athlètes. Vous savez, lors des Jeux paralympiques de Tokyo, le président du comité international paralympique a parlé d'inclusion des personnes en situation de handicap, les athlètes. Je crois que le seul qui a inclus des handicapés au sein, qui leur offre la possibilité d'avoir un travail et un diplôme, c'est le ministère des Sports. Parce que nos athlètes, quand ils terminent leur carrière, ils sont directement versés dans l'éducation sportive. Donc ils entraînent d'autres handicapés. Et après, ça fait éducateur, TSS, puis ensuite conseiller du sport. Comme j'ai gravi moi-même mes échelons, maintenant j'ai le grade de conseiller du sport, grâce à l'handisport et grâce à ma ténacité, disons, de régler ces activités sportives. Et si on veut des champions aussi, il faut que les installations sportives soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Alger, c'est pas pour vanter, Alger, c'est pas l'Algérie. Mais disons, pour avoir aussi des champions, il faut que les installations sportives soient adaptées. Partout. Partout. Alors, et l'accessibilité joue beaucoup. Et là, avec le décret qui a été signé en 2012, je crois, ou 2013, concernant l'accessibilité pour les personnes des lieux publics, des lieux recevant du public à des personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose quand je viens ici à Canal Algérie. L'accessibilité, oui. Et là c'est quand même assez difficile. Si on veut des champions, donc, il faut leur fournir
la possibilité. Et pourtant, d'utiliser durant les votre installations. rubrique, vous aviez bien travaillé concernant l'accessibilité au niveau des administrations, au niveau des routes, au niveau des magasins, bien sûr, essayer de sensibiliser Les pour pouvoir trottoirs, insister, pour même- avoir des rampes. Ce n'est pas que pour nous. C'est aussi, comme j'ai expliqué quand j'étais ici, c'est aussi pour les femmes enceintes, les Oui. personnes âgées. Les poussettes, ceux qui ont bien sûr... Voilà, ceux qui ont des bébés, et les femmes enceintes, et les personnes âgées. Les déambulateurs, Les par déambulateurs, exemple, pour voilà, les personnes les fauteuils âgées. roulants, etc. Et les fauteuils électriques. Puisqu'il y a beaucoup, quand je vais sur Alger, je me promène à Alger, il y a toujours des handicapés qui m'interpellent et qui ont des fauteuils électriques. Donc, eux, ils sont obligés de rouler sur la chaussée. Oui, et c'est Ils peuvent dangereux. pas monter. Et c'est très dangereux. Voilà. Alors, on va parler d'autres athlètes, puisque aujourd'hui, nous devions recevoir deux Nous athlètes. devions, hein. effectivement, Et un donc, entraîneur national de basket C'est ça. qui a eu des problèmes de santé, qui n'a pas pu Mustafa venir. Brahimi, qui est un ex-champion handi basket, D'ailleurs, et qui à faisait chaque partie de fois- l'équipe de d'ailleurs, Boufarik. à chaque fois qu'on se dit tous les deux, on a les mêmes initiales et on est toujours dans l'handisport. Oui. Lui, c'est Mustafa Brahimi, moi, c'est Boufarik Mustafa. Voilà. Donc, BM. Et on est toujours ensemble. Oui. Donc, on se salue. On le salue parce que c'est un champion Oui, oui, lui oui, aussi. oui. Hein. Il a représenté l'Algérie au handi basket, bien sûr. Ils sont sur des fauteuils roulants extrêmement fins pour pouvoir aussi rapides et surtout souples pour pouvoir aussi remporter. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. On l'avait rencontré il y a quelques années avec son équipe de Boufarik. Il continue aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Il est parti à Tokyo en tant Il est qu'entraîneur. parti à Tokyo, oui. Bon, hélas, ils n'ont pas fait parce qu'ils sont tombés d'abord dans une poule qui était très difficile. Oui. Très difficile. Il y avait les États-Unis, il y avait l'Allemagne, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait l'Iran, qui est une équipe formidable aussi, il ne faut pas s'en leurrer. On est tombé dans une poule, dans un groupe qui était très difficile. Et pourtant, ce sont donc des personnes qui se sont bien préparées, une équipe aussi tenace. Qui tourne pratiquement. Il y a des championnats, il y a des coupes d'Algérie, etc. Mais avec la pandémie aussi, ça les a freinés. C'est ça. Aussi, il faut le dire, comme tous les athlètes, ça les a freinés. Mais il y a aussi le goalball qu'on a perdu. On est tombé aussi dans un groupe plutôt difficile aussi. Si vous voulez, on a... Goalball, rappelons-nous, c'était le fameux ballon sonore. On l'utilise bien sûr pour les personnes malvoyantes. Malvoyantes ou aveugles. aveugles. Et on met dessus, on met une compresse aussi avec du sparadrap, on met un masque de ski dessus aussi, avec des verres opaques. Oui. Voilà, et ça se joue dans une salle, il faut le silence, bien entendu, pour que la tête puisse entendre le ballon. Voilà. Donc il y en a 3 contre 3, et les 3 sont défenseurs et les 3 sont attaquants. C'est ça. Et vous nous aviez ramené ce fameux ballon sonore pour expliquer, beaucoup de choses sur notre plateau, pour expliquer donc les différentes disciplines qui existaient bien sûr dans le handisport. Et ça a été aussi pour nous de mieux comprendre un petit peu ces disciplines et pouvoir aussi donner la possibilité à des parents qui veulent inscrire leurs enfants dans ces équipes de handisport. Et d'ailleurs, la Ligue va organiser une grande opération avec le DJS d'Alger. On va prendre une place publique ou un lieu public et on va demander aux gens qui sont intéressés de venir essayer les fauteuils de basket, jouer au match de basket, courir avec un masque sur les yeux, avec un kit. Des portes ouvertes sur, bien sûr, le handisport. Disons, on va donner l'information, qu'est-ce que c'est le handisport et quelles sont les disciplines sportives. Vous voulez que je vous donne une leçon d'escrime? Je peux vous donner. Oui, on le sait, vous étiez déjà venu avec toute votre équipe, votre, comment on dit, équipement, bien sûr, et on a pu voir le Mustafa engagé dans l'escrime. Ouais. Voilà. C'est des souvenirs. D'ailleurs, l'escrime, on a tendance on va créer une école d'escrime d'instruction pour les personnes handicapées et autres. Donc il va y avoir des jeunes qui vont être mélangés dans le cours d'escrime avec des handicapés. L'équitation, on va voir avec la Fédération algérienne de sport équestre, parce que d'abord,
pour réussir à des Jeux, bien réussir les Paralympiques, il faut pas inventer le fil à couper le beurre, je dis toujours. Il faut sous-traiter les disciplines. Il faut aller vers des autres fédérations et sous-traiter la discipline dans la fédération spécialisée. Oui, par exemple. Par exemple, quand vous avez l'athlétisme, il faut sous-traiter avec la fédération d'athlétisme. Vous mettez les handicapés, ils vont s'entraîner avec des valides. Et ça va accélérer la préparation et former une bonne équipe. De préparation et surtout gagner des performances. C'est ça. Et on a vu aussi des sportifs, des nageurs aussi dans le handisport formidables, qui ont donc des performances extraordinaires. Ben, vous savez, nous on a tendance à oublier, à aller à se focaliser vers le sport collectif. Or, l'Algérie... Le sport individuel. L'Algérie a toujours été performante en sport individuel. Sport collectif, c'est rare que vous avez des réussites dans le football, Pas le football. Le football, parce qu'on a des équipes, je pense, une bonne équipe et un bon entraîneur, un bon sélectionneur. Mais disons aussi que l'Algérie est reconnue à niveau international dans ses sports collectifs, sports individuels. Alors, on va revoir des images de la joie donc, de Chirine, qui a eu donc, sa médaille. Après avoir eu sa médaille, donc, le téléspectateur a demandé à revoir ces images. On y va à travers ces bons moments. Très heureuse, avec son accompagnatrice aussi. Et c'était la seule représentante en judo algérienne, il faut le dire. Les garçons n'ont pas été qualifiés. Donc c'est elle qui a sauvé l'honneur. Et c'était la première médaille. C'était la première médaille, c'était très important. Quelle joie, regardez cette émotion. Ça donne la chair de poule. Voilà, bravo à Chirine. On est fiers de cette performance, encore une fois. Et je tiens à dire que Skander, dans sa première course, a eu la médaille d'argent à quelques millimètres de l'arrivée contre l'Irlandais. Et après, l'Irlandais lui a dit « J'arrête, Tokyo sont mes derniers jeux. » Donc, il faut qu'il donne à fond pour avoir d'autres médailles. Pourquoi pas, Inch'Allah, voilà. On continuera bien sûr à les applaudir, les acclamer et surtout les encourager. Vous disiez tout à l'heure qu'il va y avoir donc des portes ouvertes pour justement inciter plus de personnes à venir s'inscrire dans le handisport et rencontrer toutes ces différentes disciplines. Voilà. C'est-à-dire que les gens valides, entre guillemets, et bien sûr ils vont rencontrer Chirine là-bas. Et ils vont essayer avec elle de la faire tomber au judo. Donc c'est ça. On va lui mettre un masque au compétiteur, bien sûr. D'accord. Et il va essayer de la faire tomber. La battre. Bon, en athlétisme, on va ramener des fauteuils d'athlétisme. La personne va essayer. Et c'est pour aussi inciter le public à apprendre ce que c'est que l'handisport, bien entendu. Et les parents de ramener leurs enfants pour les inscrire en handisport. Tout à fait. Eh bien, on est déjà arrivé à la fin de l'émission, Mustapha. Merci beaucoup, c'est trop court. On a pu parler un petit peu de tous nos champions, bien sûr, et puis grâce à vous, on a pu parler de l'importance, bien sûr, de l'inscription au niveau donc, des Jeux paralympiques. Merci beaucoup, Mustapha. Je tiens à dire un dernier mot, c'est remercier un peu les TUSA pour tout ce qu'ils ont fait. Ils étaient venus sur notre plateau. Je remercie la DGS parce que c'est eux qui ont les structures adaptées. Les structures sportives qui les ont aménagées. Et aujourd'hui, les athlètes vont être reçus par M. Louali d'Alger, qui va les honorer, les athlètes algérois bien entendu. Donc on espère tout ça, continuer la fête après. Très bien, merci beaucoup Mustapha. Je vous remercie, on vous souhaite une excellente santé, puis on vous retrouvera très bientôt. Inch'Allah, oui, pourquoi pas. Je viendrai hanter encore les studios de Canal Algérie. Voilà, marhaba bik. Merci beaucoup et bon courage. On est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce programme choisi, bien sûr pour vous. On se donne rendez-vous dès demain, 8h30. Merci à toute l'équipe et excellente journée à vous tous. Au revoir et bonne journée.